Tu me dis Léo, quand je peux démarrer? Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici donc la conférence de presse de Lagardère, unité médico-sociale ASBL et le docteur Bouillon, assisté de maître Philippe Van Langen donc. Bonjour Philippe. Bonjour docteur Bouillon. Merci d'être là. Super. Et Madame Béfumeau, qui est la présidente de cette association médicale et sociale. Bonjour, Madame Béfumeau. Bonjour. Voilà. Alors, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? C'est une conférence de presse, donc ça veut dire, vous voyez déjà, la salle est complètement vide. Donc ça veut dire que nous subissons depuis le début de ces crises une censure complète, à la fois journalistique, politique, médicale, et ça, c'est inacceptable par rapport à ce dysfonctionnement de cette crise sanitaire. Un grand merci donc à Kéros, qui est le seul journal, donc le seul journaliste, la seule chaîne qui relaie donc cette conférence de presse, ainsi que Presse Club Bruxelles. Donc merci à tous les deux, merci à Léo. Et voilà, nous sommes un groupuscule qui essaye, qui tente de défendre l'intérêt des patients, de défendre la vérité, de défendre la liberté, les droits, la dignité, de défendre tout ce qui peut atteindre le citoyen et le patient. Avant de commencer donc cette conférence, je vous souhaiterais que tout le monde puisse bien comprendre dans quel but cette conférence de presse a été mise en route aujourd'hui, puisque c'est le tout pour tout. C'est vraiment la dernière alternative que je puisse mener aujourd'hui, c'est la justice. Puisque la politique, les médias, les autorités médicales ne nous ont pas écoutés, malgré une expertise de plus de 30 000 personnes depuis donc, ce mois de mars 2020. Mais c'est la justice. La justice, et je vous en parlerai un peu plus tard dans la conférence, avec Maître Van Langen donc. Mais avant de démarrer cette conférence, écoutez bien la vidéo. C'est une vidéo que j'avais mise en ligne en avril 2020, sur base d'une expertise de 30 ans de médecine, mais surtout sur déjà 2 mois après le début de cette Covid. Écoutez bien cette vidéo et après j'emboîterai. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les 13 points du docteur Bouillon David face à ce coronavirus. Premièrement, étant médecin de terrain, mon serment d'Hippocrate m'oblige à vous fournir un maximum d'informations pour combattre efficacement ce coronavirus. Deuxièmement, il faut savoir que nous avons affaire à une pandémie, c'est-à-dire un virus qui est présent dans le monde entier, avec une contagion très importante et une incubation longue de maximum 15 jours. 3. Cette incubation, cette période de 14-15 jours, est la période pendant laquelle toute personne peut avoir le virus sans avoir de symptômes, mais être contaminante. Vraiment, c'est très important à savoir. Quatrièmement, il y a, après cette période d'incubation, des symptômes. Température, maux de tête, de la toux, des écoulements nasaux, mal à la gorge, douleur dans les os, douleur dans les muscles, perte d'odorat, perte de goût. C'est très important. Un état de fatigue évidemment et un état général altéré. Mais ce n'est pas grave. Ça peut partir comme c'est venu. Malheureusement, chez des personnes à risque, chez des personnes de plus de 60 ans, cette maladie évolue vers des complications respiratoires qui justifient des hospitalisations et qui justifient des traitements adéquats. 5. Concernant les traitements, dans les cas sévères, en milieu hospitalier, vous avez des traitements spécifiques à base de chloroquine et à base d'azithromycine et d'autres médicaments.
Là, c'est important. Mais avant cette phase, dans la période après l'intubation, ce sont des traitements symptomatiques. Ça veut dire qu'en cas de douleur, en cas de température, le paracétamol. Pas d'anti-inflammatoire, s'il vous plaît. Et alors, des traitements antitussifs, antidiarrhée, anti-vomissement, en fonction des symptômes. Sixièmement, à la date d'aujourd'hui, on a évolué très bien et très vite concernant les tests. Il y a toujours donc les tests diagnostiques rapides, une goutte de sang au bout du doigt. Il y a bien entendu les frottis. Et alors maintenant, vous avez la possibilité via les laboratoires de faire des prises de sang pour doser ce Covid-19 et avoir un diagnostic quand même rapide. Très important surtout au niveau de cette contagion. 7. Pour combattre ce virus, il faut une immunité, un système immunitaire très fort, paré pour combattre cette maladie virale. Et n'hésitez pas, vitamine C, vitamine D, du miel, propolis, eucalyptus, huile essentielle, citron, de la cannelle, tout ce qui peut donner de la force, de la vigueur pour votre système immunitaire. Et pensez-y surtout pour les personnes âgées et les personnes à risque. 8. Vous avez des comportements importants à suivre puisque nous sommes dans une maladie avec une contamination importante. Les masques, les gants, les produits désinfectants, attention aux clinches, aux caddies, donc bien se protéger là où le virus peut être. Et évidemment, à domicile, bien aérer les pièces pour pouvoir éviter que ce virus se contamine au niveau donc des logements. 9. Vous avez besoin aussi de suivre un confinement intelligent. Ça veut dire que si vous êtes chez vous, il faut aider les citoyens en difficulté, qui sont les acteurs de terrain et les citoyens âgés et à risque. On peut confectionner des masques. On peut contacter des personnes par téléphone. On peut essayer de trouver tout un ensemble de comportements pour essayer d'aider. 10. Vous devez savoir que c'est une maladie, même si elle est importante à travers le monde, au-dessus de 60 ans, elle est extrêmement mortelle. Mais en dessous de 60 ans, le taux de guérison est important également. Ça, vous devez le savoir. Et c'est pour ça que si vous êtes, je vais dire, civique, si vous êtes solidaire, vous devez bien comprendre que c'est par la contamination que ces personnes à risque peuvent décéder. 11. Il faut aider, il faut respecter les acteurs de terrain, tous les acteurs de terrain, sans exception, tous ceux qui sont en contact avec les citoyens et qui sont là pour aider les citoyens. Ça peut aller du chauffeur de bus jusqu'à l'infirmière, le médecin, pharmacien. Tout le monde sans exception. Aidez-les, respectez-les. Parce que non seulement ils mettent leur santé en jeu pour vous aider, mais ils y mettent aussi leur vie. 12e, il faut agir bien, être solidaire, être humain, être civique et surtout ne pas verser dans une psychose, dans une anxiété, dans un stress inutile. Et enfin, 13 qui doit être un chiffre porte-bonheur, nous vaincrons tous ensemble ce virus. David Bouillon, médecin généraliste à Mons, Belgique. Au revoir. Voilà, donc cette vidéo donc est très importante, sert vraiment d'introduction. Alors maintenant, aujourd'hui, nous sommes donc en août 2021. Il s'est passé beaucoup de choses et écoutez bien cette conférence par rapport à la justice. Donc, étant donné que le dysfonctionnement de la gestion de cette crise sanitaire est énorme, elle est non médicale, elle met en danger, ou elle a mis en danger un nombre important de patients, je vais déclarer ceci. J'ai reçu une lettre, comme tous les médecins ont reçu une lettre de l'ordre des médecins, qui dit, cette lettre, que nous sommes, avec cette crise de Covid, en guerre.
nous sommes en guerre. Les médecins sont en guerre face à cette Covid. Que malgré cette guerre, on doit garder notre liberté thérapeutique. C'est mis noir sur blanc. C'est mis également que, évidemment, les médecins doivent agir en fonction de leurs responsabilités. Et c'est le cas aujourd'hui. Je prends la responsabilité de combattre cette contamination jusqu'au bout dans votre intérêt. Et en plus, ils disent qu'il faut garder via les réseaux sociaux une modération, une discrétion. Mais comment voulez-vous garder une modération et une discrétion si on est censuré, si on ne peut pas intervenir dans la prévention, dans le diagnostic, dans le dépistage, dans les traitements, dans la prise en charge rapidement, je répète encore la phrase, dans la prise en charge rapidement et dans le suivi des patients. Alors, la justice va être mise en route, est déjà mise en route, par un ensemble important de démarches, tant au niveau national qu'au niveau international. Maître Van Langendonk est en train de réaliser donc la finalité d'une plainte devant l'Union européenne, devant la Commission européenne. Il y aura aussi des plaintes au civil et des plaintes au pénal pour homicide involontaire contre l'État, contre la FMPS, contre l'Ordre des médecins, contre tous ceux qui ont nui à la santé des citoyens, des patients et contre ceux qui ont empêché les médecins de pouvoir jouer leur rôle. Je ne veux pas que les médecins perdent leur dignité par rapport à leurs patients, puisque l'ordre l'a déjà perdu, elle. Alors, vous devez savoir que dans cette crise sanitaire, il était facile, depuis le début, et vous avez vu la vidéo, il était facile de gérer cette crise de manière médicale. D'abord en écoutant le terrain. Vous avez devant vous des documents qui seront transmis à la justice, bien entendu, avec une expertise de plus de 30 000 personnes réalisée à Lagardère depuis le premier jour où le patient est revenu donc, de Carnaval en 2020, où il a fallu le prendre en charge. Donc depuis mars 2020, il y a une expertise donc, de plus de 30 000 personnes, plus de 3 000 prises de sang. Cette expertise est saluée par M. Facon. Elle a été saluée par une magistrate, elle a été saluée par une inspectrice de la FMPS, et personne n'a entendu. Or, il est facile de comprendre que nous sommes devant une maladie infectieuse, contagieuse. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait simplement protéger les personnes à immunité faible, c'est-à-dire intervenir sur la prévention. Tout ce qui est vitamines, tout ce qui est oligo-éléments, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est, je vais dire, pour booster donc l'immunité, c'était déjà important à mettre en route. On ne l'a pas fait. Deuxièmement, tout médecin généraliste doit participer à la crise. Or, on nous a écartés. On nous a dit, laissez les patients 10 jours à la maison et puis on les examinera. Malheureusement, c'est une grave erreur. C'est une erreur. Il fallait prendre en charge les patients dès le début des symptômes, dès le moment où ils étaient positifs, parce qu'on aurait pu éviter les complications. On ne meurt pas. Notre expertise prouve qu'on ne meurt pas de Covid. On ne meurt pas de la grippe. On meurt des complications. Si vous lisez tous les articles de journaux, si vous regardez tous les témoignages, ce sont des personnes qui se sont trouvées à l'hôpital, aux urgences, aux soins intensifs, 10 jours après avoir contacté la Covid. Et à Lagardère, cette expertise prouve que quand la personne est Covid positive avec des symptômes, en faisant le test, je dis bien en faisant le test rapide antigénique, parce qu'on a le résultat en un quart d'heure, qu'on peut faire un PCR pour confirmer, ainsi le gouvernement est content. Et troisièmement, on fait une prise de sang. Prise de sang
que nous faisons à chaque personne qui est positive avec des symptômes. Et dans cette prise de sang, il y a ce qu'on fait aux urgences. Il y a les paramètres d'infection qui sont dedans. On peut mettre à ce moment-là un antibiotique en route. Il y a les paramètres de thrombose qui augmentent à cause de cette Covid. Et là, on peut aussi mettre des traitements sous-cutanés en route, en urgence, à domicile, tout de suite. Troisièmement, il y a les anticorps. La faculté de médecine, donc l'ordre des médecins, n'a toujours pas compris aujourd'hui que 4 à 5 jours après le début d'une infection, il y a les anticorps qui commencent à monter dans le sang. Et on peut les doser. À Lagardère, grâce à notre laboratoire LIMS MBNex, qui est le laboratoire officiel national, ils ont commencé les dosages d'anticorps dès le mois d'avril 2020. Nous avons plus de 3000 prises de sang. C'est une expertise sérieuse qui n'a pas été entendue, malheureusement. Et les anticorps, contrairement à ce que beaucoup pensent, des moments où ils sont déjà présents 5 à 7 jours après le début de l'infection, étant positifs, ayant des anticorps, vous savez que vous avez la Covid, vous êtes toujours dans une période contagieuse. Donc ça pouvait endiguer cette infection si on avait fait la prise de sang tout de suite, si on avait dosé les anticorps tout de suite, et on aurait effectué, réalisé une quarantaine intelligente. Dès le moment où on est positif, confirmé par un test, confirmé par une prise de sang avec des anticorps, la quarantaine était justifiée, ainsi que toute la bulle familiale. Malheureusement, on n'a pas suivi ce protocole, c'est bien dommage. Dans la prise de sang, pour terminer sur cette prise de sang, on peut doser aussi tout le bilan immunitaire. C'est-à-dire qu'on peut doser la vitamine D. Il est prouvé de manière internationale que la vitamine D n'est pas un traitement, mais elle est utilisée pour apporter de l'aide à l'immunité et empêcher d'avoir donc des formes graves de Covid. Si on avait fait cette vitamine D auprès de toutes les personnes âgées ou toutes les personnes à risque, on aurait évité des décès et des drames. Bien entendu, la prise de sang montre aussi, et là je vous le dis, et je vous le redis parce que je l'ai dit dans les conférences précédentes, le groupe sanguin O+, donne un effet protecteur contre cette Covid sévère. Ces personnes O+, ont difficile à élaborer des anticorps parce qu'ils ont l'autre immunité qui les protège, qui est l'immunité lymphocytaire. Nous avons deux immunités, l'immunité à base d'anticorps, mais nous avons aussi une immunité à base lymphocytaire qui agit aussi tout de suite. Donc, dans cette première partie, tout patient doit savoir que pour lutter contre une infection contagieuse, il fallait intervenir sur la prévention. Il fallait intervenir sur un diagnostic rapide de cette Covid. Un test rapide, comme le test antigénique, qui a été méprisé, qui a été censuré en Belgique, alors qu'il est présent en Europe depuis le mois de septembre 2020. Nous avons une étude de 20 000 personnes avec des tests rapides antigéniques, et on peut prouver, et on le prouvera à la justice, que ce test antigénique marche également dans les périodes pour les patients asymptomatiques. Nous l'avons utilisé lors des compétitions de boxe, nous l'avons utilisé dans une école, nous l'avons utilisé tous les jours. Il y a des personnes positives, symptomatiques et asymptomatiques qui sont dépistées par des tests rapides antigéniques. Je voudrais faire une parenthèse médicale qu'il n'existe pas de personnes Covid asymptomatiques. Ça n'existe pas. Le problème, c'est que quand on prend le temps d'interroger, on prend le temps de poser des questions au patient qui est en contact avec la Covid ou son entourage, c'est qu'il y a des symptômes, mais ils sont tellement minimes qu'on n'en tient pas compte. Or, chez ces personnes asymptomatiques, il y a eu une période de maux de tête,
Il y a eu une période de frisson. Il y a eu une période de diarrhée. Il y a eu une période où le nez ou la gorge ont été atteints. Mais ça a été transitoire, ça a été minime au point qu'ils n'ont pas compris que le Covid était passé par là. Ce n'est que quand on fait les anticorps que la réalité, elle tombe, qu'on soit Covid symptomatique ou pseudo-asymptomatique, la présence d'anticorps est là. Et là où le gouvernement s'est trompé, et là où le monde entier s'est trompé, c'est que les anticorps présents après une infection de Covid peuvent être très élevés, jusqu'à 4000, alors que la norme est de 15, et peuvent durer encore jusqu'aujourd'hui en ayant eu une Covid au mois de mars 2020. Mesdames et messieurs, je vais vous avouer quand même quelque chose d'important que j'ai à cœur. Si vous allez sur la presse internationale, vous allez voir que monsieur le président Macron, qui a eu la Covid, il a le toupet de dire qu'il a fait ses anticorps, qu'il a une immunité et qu'il ne fera pas 2 doses et qu'il ne fera même pas une vaccination complète. Mais vous, patients, citoyens, vous aurez droit à 1, 2, 3, voire plus de doses. Comment se fait-il, et le tribunal sera mis au courant, bien entendu, comment se fait-il que des patients qui ont eu la Covid, qui ont une présence d'anticorps importante, je le dis, jusqu'à 4000, comment se fait-il que ces patients ont été vaccinés? Comment se fait-il que ces patients ne peuvent pas jouir du pass sanitaire? Comment se fait-il que ces patients subissent une discrimination par rapport aux personnes vaccinées, par rapport aux médecins, à certains médecins généralistes, qui se font expulser des cabinets de consultation? Je dis non. Et je répète, je dis non. Comment se fait-il, parce que je vous pose des questions, et donnez-moi la réponse, comment se fait-il qu'on vous demande des tickets Safe Covid pour aller au restaurant, pour aller au café, pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, pour aller à des événements, on n'a même pas dépisté les centres de vaccination? Posez-vous la question combien de personnes ont été positives plusieurs jours après avoir été vaccinées dans un centre de vaccination? Comment se fait-il que des milliers de personnes se font vacciner à un endroit bien précis et qui n'ont pas été dépistées? Mesdames et messieurs, nous jouons avec la vie des patients. Nous jouons avec des complications qui peuvent être irréversibles. Mais alors appliquons la même règle à tout le monde et respectons la médecine. Respectons cette immunologie, cette immunité qui est là pour vous protéger. Et pas seulement les anticorps, les lymphocytes, mais il y a la peau, il y a le nez, il y a les poumons, il y a votre corps humain qui est là pour vous défendre. Et on n'en a pas tenu compte. Mesdames et messieurs, nous avons à Lagardère subi des pressions, des menaces, des auditions, des perquisitions, parce que nous avons prôné très tôt le test rapide sérologique. Je vous mets simplement au courant que Scienziano, qui est l'organisme national, est en train de réaliser auprès des professionnels de la santé des tests rapides sérologiques, dont nous faisons partie. Et voilà mon test qui est positif. J'ai des IgG, j'ai des anticorps, monsieur Scienziano. Oui, vous êtes en train de faire une étude gigantesque, alors qu'on sait qu'on a des anticorps après la Covid. Et vous le savez. Et nous autres, nous avons des prises de sang. Nous avons des prises de sang. Avec la présence d'anticorps et sa quantité, son taux. Donc, vous savez que j'ai eu la Covid. Et moi, je vous dis que le chiffre est bien haut et me protège depuis le mois d'octobre 2020. Voilà, Scienziano. Alors, pire. Il y a un médecin, un confrère italien,
le docteur Dedonneau, qui très tôt a compris que les anticorps pouvaient servir de traitement. Les anticorps, sous forme de transfusion de plasma, peuvent sauver des vies. Ma belle-mère, qui est A+, qui a plus de 800 d'anticorps, pourrait très bien me donner des anticorps, puisque je suis A+, aussi. Et ils le font à la Croix-Rouge de Mons, puisque j'ai téléphoné. Ils le font dans un hôpital de Mons en études. Ça existe. Et ce monsieur, il y a une semaine, qui s'est battu pour cette transfusion d'anticorps, il est décédé. Et je vous le dis aujourd'hui, puisque cette vidéo ira en justice, je ne suis pas suicidaire aujourd'hui. Je dis simplement la vérité. On n'a pas tenu compte du système immunitaire et de l'immunité des patients. Si vous réfléchissez, il y a plus de la moitié des Belges qui ont des anticorps, qui sont protégés contre la Covid et qui ont été vaccinés. J'ai reçu il y a quelques jours un document de la firme Johnson & Johnson, pour le vaccin Johnson & Johnson. J'ai reçu un document qui montre qu'on n'est plus dans les effets secondaires classiques, céphalée, fatigue et température, fièvre. On est dans des thromboses. La firme l'admet, on est dans des thromboses. Alors, grâce à vous, les groupes et les patients qui m'avaient envoyé des témoignages, il y a bien plus d'effets secondaires légers, moyens et sévères jusqu'au décès qu'on ne le pense. Alors aujourd'hui, et je ne suis pas dans l'humour, mais je vais vous le dire, je suis ici aujourd'hui parce que je suis devant ce fameux rapport bénéfice-risque. Comprenez bien ce que je veux dire. Bénéfice-risque. Ça veut dire que le bénéfice que j'essaie de combattre aujourd'hui, c'est pour vous, patients. C'est pour vous, les enfants, les personnes âgées, qui vont encore subir un risque d'avoir une troisième dose, alors qu'ils ont assez d'anticorps et ils n'ont pas de prévention. Le risque que j'ai, c'est que comme il y a un an, donc après avoir déposé plainte contre l'État, parce qu'il fallait dépister dans les aéroports, j'ai eu l'État sur le dos, nous avons eu l'État sur le dos, et vous comprendrez un jour pourquoi, quand la justice aura compris. Mais moi et Mme Befumeau, Lagardère, Maître Van Ganden, donc, on est là parce que votre vie est en danger. Cette vaccination ne doit pas être obligatoire. Et nous ne sommes pas dans une vaccination. Nous sommes dans une phase de vaccin stade 3, où la prudence, la précaution, l'information du patient, l'éclairement, le consentement éclairé, les traitements, les dépistages doivent être bien expliqués aux patients. Alors, je voudrais terminer, avant de donner la parole à Maître Van Ganden, donc, je pense qu'elle est ici, je voudrais que vous devez quand même savoir, et ça fera partie aussi de la plainte au tribunal, c'est que la FMPS, qui est l'organisme qui récolte les effets secondaires des vaccins, vous êtes censé aller sur le site pour remplir les effets secondaires. C'est une étude. On est dans une étude. N'oublions pas, nous sommes dans un médicament, un produit stade 3. La moindre des choses, c'est de récolter très vite les effets secondaires. Je peux vous informer qu'aux États-Unis, on appelle ça le VCF. Ça veut dire qu'après vaccination, il y a un SMS, il y a un contact qui se fait pour récolter un maximum d'effets secondaires. En Belgique, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas en Belgique. Et d'ailleurs, vous devez comprendre qu'en Belgique, on est dans une propagande tellement importante. Je dis bien, nous sommes dans une propagande tellement importante
qu'il y a des affiches derrière les bus pour les jeunes, vaccinez-vous pour partir en vacances. Il y a des politologues qui disent vaccinez-vous pour améliorer l'économie de la Belgique. Mais ce document n'a pas été présenté au centre de vaccination ou lors d'une vaccination. Or, il existe une formule papier. Et donc, réfléchissez 2 petites secondes. Vous recevez une convocation. Sur la convocation, il est mis que la vaccination sert à produire des anticorps. Ce sont vos anticorps qui vous défendent contre la Covid et pas la vaccination. Et vous avez l'occasion de doser cette immunité, ces anticorps. Et on ne le fait pas. Des médecins même refusent carrément cette prise de sang. Alors que les anticorps peuvent être présents, je le répète, jusqu'à 18 mois après le début de la Covid et devraient apparaître après la vaccination. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, comment voulez-vous savoir si vous êtes immunisé après vaccination si vous ne faites pas de prise de sang? Eh bien voilà, ce document, il aurait dû être remis entre les mains de tous les patients en même temps que la convocation. Dans cette convocation, il fait marquer 3 effets secondaires. Je vous le répète, température, maux de tête, fatigue. Mais il y a bien plus d'effets secondaires que ça. Et je m'adresse aux jeunes. Il y a bien plus d'effets secondaires que ça, dont les embolies, les infarctus et les AVC. Ensuite, sur ce document, il devrait être mis clairement comment s'adresser pour remplir les effets secondaires. Mais je voudrais savoir quelle est la personne âgée, quelle est la personne munie d'un handicap pourrait aller en ligne sur www.notifier-un-effet-indésirable.be avec 2 pages à remplir en ligne pour informer la FMPS des effets secondaires, alors qu'il y a une formule papier qui est à votre disposition par la Gardère SBL, si vous voulez, on vous les donne à votre disposition. Mais avant de vous faire vacciner, soyez en possession de ces documents et remplissez-les au nom de la solidarité, au nom de la vérité. Alors, je voudrais quand même terminer pour vous dire, et je vous en supplie, arrêtez cette discrimination. Nous subissons à la Gardère tous les jours des coups de téléphone, des mails de personnes en souffrance qui sont dans la discrimination, qui sont menacées, qui sont poussées à cette vaccination, alors qu'aujourd'hui, elle est toujours libre et volontaire. Nous avons les preuves, et c'est pour cela que nous allons en justice. Parce que ce vaccin est un choix. Il n'est pas normal qu'un pharmacien clame dans sa pharmacie qui est vacciné, qui ne l'est pas. Ce n'est pas normal qu'un médecin mette à la porte des patients parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et, je vais vous le dire, le pass sanitaire, comment se fait-il que des personnes qui sont vaccinées, qui reviennent d'une zone rouge, ne font pas de quarantaine et ne font pas de test, alors que nous avons la preuve dans notre centre que des personnes qui reviennent d'une zone rouge et qui sont vaccinés, eh bien, ils sont positifs, PCR positifs. Et ce n'est pas normal, parce que je peux vous le dire aujourd'hui, que vous soyez vacciné ou pas vacciné, vous êtes tout autant contagieux. Il faut bien le savoir. Alors, si vous voulez faire le jeu des politiciens, le jeu des milliardaires, le jeu d'imposer un traitement qui prouvera dans l'avenir qu'il a mis en danger ou qu'il a mis fin à des jours de plusieurs milliers ou de millions de personnes, c'est votre droit. Mais le mien, c'est de vous informer aujourd'hui que l'Ordre des médecins, que Scienziano, que la FMPS et que les experts n'ont pas rempli leur rôle et n'ont pas réagi à cette propagande vaccinale. Je peux vous dire aussi que si vous avez le temps, vous pouvez aller sur la France, la haute autorité de santé française, qui a tout un autre discours, qui dit qu'on doit faire une sérologie
avant une vaccination pour voir si on a des anticorps, qui parle des tests, qui parle des tests PCR. Vous vous rendez compte, j'ai un rapport ici d'une centaine de pages de cette haute autorité de santé. Le virus est pris en main différemment d'un pays à l'autre. Voilà. Voilà le rapport. Ça, c'est un rapport avec des sommités. C'est un rapport qui prouve que ce qu'on vit dans tous les pays est différent. N'oubliez pas qu'on a écarté, d'une manière volontaire ou involontaire, on a écarté les traitements. Je vous ai parlé tantôt des transfusions de plasma. Mais il existe d'autres traitements qui sont défendus par d'autres confrères, par d'autres professeurs. Pourquoi ces traitements sont appliqués dans certains pays et pas dans d'autres? Pourquoi 3 présidents ont été assassinés parce qu'ils ont refusé la vaccination? Mesdames et messieurs, nous sommes dans une phase où vous devez prendre votre décision. Ne fermez pas les yeux, ne vous taisez pas et ne soyez pas collabos. Il faut agir en fonction de la vraie médecine, en fonction de la vérité et pour l'avenir de vos enfants. Je pourrais parler plusieurs heures parce que le combat, je l'ai dans le sang. Mais malheureusement, je pense que les éléments les plus importants sont transmis. Je vais quand même passer la parole 2 petites secondes à Madame Béfumeau parce que grâce à elle, je vous l'ai dit tantôt, j'ai l'énergie suffisante pour combattre. Elle a perdu des êtres chers, moi aussi. Mais nous avons des enfants, nous avons des personnes que nous aimons et nous nous battons pour vous. J'ai oublié de vous dire un chiffre qui vous fera réfléchir. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3 milliards de PCR. Réfléchissez à qui ça rapporte. Parce que non seulement vous faites le vaccin, mais en plus vous le payez et vous risquez de payer les effets secondaires. Voilà. Je vais céder la parole à Madame Béfumeau. Voilà, s'il te plaît. Merci. Voilà, bonjour donc tout le monde, je me présente, donc Madame Béfumeau, je suis infirmière. Et donc aujourd'hui, je voudrais quand même dire 2-3 petites choses qui sont quand même importantes à mes yeux. Donc, la population, en mars 2020, quand nous avons appris donc le Covid-19, effectivement, nous avons eu des applaudissements tous les jours de personnes à 20 heures. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire que, ben, oui, nous vivons une discrimination par rapport à beaucoup de gens. Donc, je vous dis, ouvrez les yeux, s'il vous plaît, car c'est quand même un vaccin expérimental qui est en phase 3. Et quand on dit vaccin expérimental en phase 3, c'est-à-dire que normalement, nous devons être pris en charge entre le jour 0 pendant 30 jours. Et ici, rien, nada. Donc, on a, soi-disant, des petits effets secondaires, mais croyez-moi qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, qu'il y a des gens qui décèdent. Nous avons les témoignages pour ça, le docteur Bouillon vous en a parlé. Alors, j'ai autre chose à vous dire. Il y a la chanson de Florent Pagny qui dit la liberté de penser. Aujourd'hui, moi, je dis la liberté de nos choix. Le choix, c'est mon corps, c'est votre corps, et je pense qu'on est libre d'en faire ce qu'on veut. Donc, je ne suis pas pour les gens, je ne suis pas contre les gens qui vont faire le vaccin s'ils ont décidé le vaccin. Chacun est libre de ses choix. Mais moi, je dis ouvertement aujourd'hui que ce vaccin, je ne me ferai pas injecter. Oui, j'ai fait le Covid. Oui, j'ai des anticorps. Et non à la discrimination. Voilà. Je pense que j'ai dit un peu ce que j'avais à dire, ce que j'avais sur le cœur. Parce qu'effectivement, j'ai aussi une personne qui est décédée par rapport à ce vaccin. Et j'ai d'autres personnes qui malheureusement sont parties et je ne préfère pas en parler aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai ça aussi dans le sang, c'est mon combat et je ne veux pas être discriminée en tant que soignante, en tant que la population nous a applaudi et que maintenant, on nous considère un peu comme de la peste quand on dit « nous ne sommes pas vaccinés ». Et je ne suis pas la seule à le penser. J'ai beaucoup de collègues, des médecins qui ne se feront pas vacciner. Voilà. Alors moi, je dis non à la vaccination. Merci de m'avoir entendu. Je vous passe maintenant maître. Voilà.
Juste, merci Elisabeth, c'est bien gentil, c'est tellement l'émotionnel. Exactement. Juste avant de céder la parole, je voudrais encore rappeler une petite chose. Je voudrais dire que merci à Kéros, bien entendu, merci à Alexandre, mais il est censuré aussi. Il a d'ailleurs déposé une plainte à YouTube. Nous sommes en ce moment, Lagardère et moi, censurés aussi sur Facebook. Donc nous allons aussi porter plainte contre Facebook. Mais je vous demande à tous les groupes qui nous regardent, à tous les patients qui nous regardent, n'hésitez pas à fédérer, à s'unir. Nous avons besoin d'un nombre important, parce que quand on lutte contre l'État, quand on lutte contre un ordre des médecins moyenâgeux, on est obligé d'avoir un dossier le plus complet possible. Nous allons faire beaucoup de démarches devant des audiences en justice nationale, internationale. Donc nous avons, Léo va laisser passer donc, un petit panneau avec un numéro de compte qui va servir à nous aider en justice, qui va servir à aider aussi les patients en justice. On va sûrement créer des collectifs. Et ce compte, il est à verser, donc vos dons. On a besoin de dons. C'est à verser donc exclusivement via ce compte. Il y aura une transparence, ça pourra être consulté, ça pourra être vérifié, ça va chaque fois il y aura une parution pour bien montrer que l'argent servira pour se défendre en justice, pour essayer que Maître Van Langendonk puisse travailler dans des bonnes conditions, parce que c'est du travail, c'est des heures. Tant qu'on est aujourd'hui ici, on ne sait pas être dans notre centre, donc parce que c'est important. Voilà. Merci pour votre générosité, votre solidarité. N'hésitez pas à me contacter, donc 0032 475 31 97 45, ou via le mail lagardaireasbl@gmail.com, ou par les comptes Messenger. Voilà. Maître, je vous donne la parole. Et merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes dans une lutte, et cette lutte, c'est une lutte de la vérité contre les mensonges. C'est important, cette lutte, puisqu'il s'agit de notre santé, il s'agit de la préservation de la santé à chacun d'entre nous. Et malheureusement, depuis le début de cette pandémie Covid-19, nous sommes submergés par les mensonges. Docteur Bouillon vous en a passé l'historique. On a interdit les tests de dépistage rapide avec une goutte de sang qui étaient disponibles en Belgique au mois de mars 2020, puisqu'il y a un arrêté du ministre de Blok du 16 ou 17 mars qui les a interdits. On se demande bien pourquoi. C'est qu'il y avait sûrement anguille sous roche déjà à ce moment-là. Et le lendemain, le 17 mars, Madame Wilmes dit à la population, n'allez pas chez votre médecin, restez chez vous. Donc, rupture de la continuité des soins. L'ordre des médecins aurait dû bondir et réagir sur le champ pour restaurer cette continuité des soins qui est à la base suivie d'une relation de confiance entre le patient et son médecin. C'est la base d'une médecine de qualité dans le respect du serment d'Hippocrate, comme vous l'a expliqué Dr Bouillon. Donc, le serment d'Hippocrate, c'est d'abord ne pas nuire, c'est primum non nocere. L'ordre des médecins est en carence à ce niveau-là. Il a comme première responsabilité, bien entendu, de faire respecter et de faire régner cette première règle déontologique, médicale, d'abord ne pas nuire, puisqu'on a assisté à une transgression de cette règle à partir du 17 mars 2020, et que les suites ont été malheureusement catastrophiques et sont encore subies ce jour. Oui, donc nous avons toujours actuellement les conséquences dramatiques de la rupture de la continuité des soins décrétée par Madame Wilmes le 17 mars en disant à la population « N'allez pas chez votre médecin, restez à la maison ». Elle aurait dû dire « Téléphonez à votre médecin avant de faire quoi que ce soit », puisque la relation patient-médecin est une relation de confiance et est à la base d'une médecine de qualité. Tout ça a été détruit, mis en miettes. Vous avez des personnes qui n'ont plus consulté leur médecin. Encore aujourd'hui, il y a des patients qui hésitent à voir leur médecin ou des médecins qui hésitent à recevoir. On a instauré, je dirais, tout à fait de façon préméditée et intentionnelle, un climat de la peur. On a empêché aux médecins généralistes de disposer des tests de dépistage rapide à partir d'une goutte de sang qui existait largement en Belgique en mars 2020. Aujourd'hui, on constate donc qu'il y a le
l'étude Charming, dont vous a parlé le Dr Bouillon. Donc ça veut dire que Cienzano joue sur différents registres. C'est très bien qu'on peut doser les anticorps. Elle le fait dans son étude Charming auprès de professions de santé et d'un public ciblé. Pourquoi ne le fait-elle pas au niveau de la population en général? Et justement, pour éviter toute discrimination par rapport à ce qu'on appelle le certificat vert numérique de l'Union européenne, Covid, nous sommes dans une situation qui est, je dirais, compliquée, qui est chaotique et qui est contraire à une bonne gestion d'une épidémie qu'on aurait pu éradiquer en quelques semaines si on avait pris des mesures comme a pu le faire l'Inde sur l'instigation de l'IBA, l'India Bar Association, où les avocats ont pris leurs responsabilités et cela aboutit à une décision de la Cour suprême de Bombay il y a quelques semaines qui a autorisé l'ivermectine, qui est un des traitements. Et en quelques semaines, la courbe a été cassée en Inde parce que l'experte indienne de l'OMS interdisait l'ivermectine. Donc on constate depuis mars 2020 qu'on nous interdit les traitements, qu'on dit qu'ils n'existent pas ou qu'ils sont soi-disant dangereux. Madame Buzyn en France a interdit le 16 janvier 2020 l'hydroxychloroquine en le classant comme toxique, alors que depuis 70 ans, la molécule n'était pas dangereuse et ne l'est pas. Donc nous sommes face à des menteurs, à des tricheurs, nous sommes face à une fraude qui a été organisée, mise sur pied en premier ordre par l'Union européenne. Nous en disposons de toutes les preuves aujourd'hui. Ce que j'aimerais bien vous présenter d'abord comme introduction, c'est que effectivement tous les vaccins Covid-19 sont en phase 3 des essais cliniques. Alors les essais cliniques, en Belgique en principe on a une loi là-dessus qui s'appelle en abrégé la LEPH, donc c'est la loi belge relative à l'expérimentation sur la personne humaine. Vous verrez, comme je vous l'expliquerai, qu'ici l'Union européenne a pris la main sur tout, sur le législatif, l'exécutif et le judiciaire, ce qui pose certains problèmes et certaines aberrations, mais nous en parlerons. Mais regardons effectivement, ça veut dire quoi un essai clinique? Bon, je me réfère à ce que publie un site universitaire d'une faculté de médecine ici à Bruxelles. Donc on a des bonnes pratiques cliniques à respecter dans le cadre du suivi d'une étude clinique dont vous a parlé le docteur Bouillon et Madame la présidente de la SBL Lagardère. On est obligé de respecter des conditions parce qu'autrement l'étude clinique elle peut s'interrompre ou être invalidée et même être interrompue. Donc c'est quelque chose de tout à fait important et je dirais impératif. Bon, donc quand vous avez un essai clinique, ce qui est le cas pour tous les vaccins Covid-19 pour l'instant, vous devez avoir un numéro de dossier pour l'expérimentation clinique, vous devez avoir un numéro EUDRACT s'il y a lieu, un titre complet de l'expérimentation clinique, le nom de l'investigateur en charge de l'expérimentation, le nom de la firme commanditaire de l'étude, et après, vous avez toute une série de notifications qui sont obligatoires. Donc concrètement, ça veut dire que toute personne vaccinée en Belgique jusqu'à présent avec les vaccins Covid-19 doit faire l'objet de ce suivi. Est-ce que l'une d'entre vous aurait fait, je dirais, l'honneur du respect de ce suivi clinique? Je pense que la plupart ne savent même pas que c'est une expérimentation. Donc vous avez des notifications des faits indésirables graves qui doivent être publiées de manière légale. Un rapport doit être rédigé par l'investigateur en cas de décès d'un participant. Est-ce qu'en cas de décès d'un participant, dans les 30 jours, mettons simplement chronologiquement par rapport à la date d'une première dose de vaccin Covid-19 par exemple, est-ce que tous ces rapports ont été faits? Et puis il y a tout un suivi qui doit être suivi scrupuleusement. Donc ça veut dire que tous les garde-fous qui existent pour des essais cliniques, pour une phase 3, ne sont pas respectés. Ça veut dire que la pharmacovigilance elle n'est pas respectée. Pourtant, si elle n'est pas respectée, on doit interrompre l'expérimentation. Donc ça veut dire qu'on navigue à vue dans le vide, sans aucun garde-fou. C'est une catastrophe sur le plan médical, évidemment, parce que cela crée, je dirais, une absence de suivi et bon, des drames humains, que ce soit pour les personnes âgées de tous âges et surtout pour les plus jeunes, puisque donc vous avez une expérimentation en fait dont on ne respecte pas les règles. Aucune règle n'est respectée, je dirais, pour la plupart. Et tout ça se fait dans un but de quoi?
de faire, suivant comme nous avons pu le voir, je dirais une couverture maximale. On ne sait pas très bien dans quel but, puisque au début on nous disait qu'il fallait 70%. Enfin, le problème de cette fraude vient, donc vous avez au niveau de l'Union européenne deux stratégies. Stratégie pour la vaccination Covid-19 et une stratégie pour les traitements Covid-19. Parce que curieusement, au moment, le jour où l'Union européenne a donné les autorisations conditionnelles de mise sur le marché, il y avait 4 conditions à respecter, d'après les propres règles européennes, qui maintenant ne sont pas respectées, mais examinons-les. Donc la première règle est une documentation sur l'expérimentation existante et proposée. La deuxième règle est une balance bénéfice-risque positive, c'est-à-dire que le produit ne doit pas être dangereux. Aujourd'hui même, Dr Bouillon vous explique que les fabricants commencent à alerter sur les thromboses, etc. Malheureusement, les effets secondaires sont très graves et très sérieux et pléthoriques. En sachant qu'une pharmacovigilance en dehors d'un essai clinique, c'est une notification de seulement 10% des effets secondaires d'un médicament déjà agréé. Ici, le médicament, enfin les vaccins Covid-19 ne sont pas encore agréés. Ils ne pourraient l'être qu'à l'issue des essais cliniques, c'est-à-dire en 2023 ou 2024. Déjà, de ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, si on se réfère aux conclusions d'un rapport français de Madame Catherine Fraat, Dr Catherine Fraat, qui est une pharmacienne internationale, elle conclut qu'aucune des conditions, donc les 4 conditions que l'Union européenne doit prendre en compte au moment où il donne l'autorisation de mise momentanée et conditionnelle sur le marché de vaccins en phase 3, de médicaments en phase 3 d'essais cliniques, qui normalement sont interdits à la vente. Donc on parle de produits interdits à la vente, qui ont été administrés à large échelle, sans information pour le patient. Eh bien, ces produits ne pouvaient pas être vendus s'il existait un traitement, le traitement existait au jour de l'autorisation des mises sur le marché conditionnel. Il y avait des études chinoises qui existaient et bien d'autres sur diverses molécules bon marché. Bon, c'est ça apparemment, je dirais, ce qui a justifié leur interdiction, c'est qu'elles sont bon marché parce que donc, les traitements existaient, donc l'autorisation de mise sur le marché conditionnel, elle est frauduleuse, c'est-à-dire qu'on a triché, on a menti. Évidemment, on a parfois, curieusement, c'est ça le paradoxe, l'Union européenne a autorisé en octobre 2020 le Remdesivir, une semaine après qu'un pré-rapport de l'OMS décrivait le Remdesivir comme toxique. Donc c'est bizarre quand une molécule est toxique, mais très coûteuse, là, au pas de charge, on l'autorise, on en achète même des quantités rubis sur l'ongle, avec des millions, des milliards d'euros, ça ne pose pas le moins de problème, mais on a déjà, je dirais, accès à une documentation qui classe ces molécules comme toxiques par l'OMS. On les achète quand même. Et quand vous avez des molécules qui, depuis plusieurs dizaines d'années, ne sont pas dangereuses, ne sont pas toxiques, on les interdit ou on fait semblant qu'elles n'existent pas. Pour frauduleusement autoriser des vaccins expérimentaux en phase 3 qui sont interdits à la vente. Donc vous voyez la manœuvre frauduleuse. Donc les 4 conditions, donc la documentation existante, le produit non dangereux, ce qui aujourd'hui n'est plus vérifié, mais la condition, donc la troisième, l'absence de traitement, donc également mensongère, cette absence de traitement au moment de l'autorisation momentanée de mise sur le marché. Et puis encore une documentation de suivi de l'expérimentation. Bon, je vous ai dit, disons le cadre belge du suivi d'une expérimentation. Au niveau européen, vous avez Madame Catherine Fraat, donc, qui énumère dans son rapport d'évaluation du mois d'avril 2021 toute une série de dates. Et on a des échéances de manière... par exemple, pour le vaccin Pfizer, en mars 2021, il faut fournir les données de validation supplémentaires en vue de confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication du produit fini. À l'échéance de juillet 2021, le laboratoire doit fournir toutes les informations manquantes afin de caractériser la substance active, le produit fini, renforcer la stratégie de contrôle, fournir des informations supplémentaires sur son procédé de synthèse et sa stratégie de contrôle. En décembre 2023, il faudra, en vue de confirmer l'efficacité et la sécurité, soumettre un rapport final. Mais vous voyez que donc, toutes ces données, on n'a pas plus vraiment un regard, une transparence là-dessus. Et Madame Fraat, c'est encore plus grave, elle considère qu'en ayant analysé les lots, pour chacun des vaccins Covid, on se rend compte que d'après les lots, la molécule n'est pas stabilisée. Donc le produit n'est pas stable, mais dans une étude clinique, si vous voulez avoir un suivi d'une étude sur une molécule, elle doit être stabilisée. Donc si les lots, on n'a même pas la garantie que les lots sont identiques. C'est-à-dire que toute l'étude clinique sur un des vaccins Covid, je n'ai pas de choix ou de préférence évidemment de ces vaccins,
Mais donc toute l'étude peut être invalidée si les lots ne sont pas stabilisés. Ici, Madame Frade soulève cette anomalie. Donc on a des lots qui circulent actuellement, qui ne sont pas les mêmes pour le même produit. Et donc toute l'étude clinique risque de capoter. Donc en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est par rapport à des vaccins qui risquent de ne jamais être agréés. Jamais. Et en attendant, combien de millions ou de milliards de personnes sont vaccinées aveuglément, je dirais, comme des moutons, dans l'absence de toute transparence, du respect des droits des patients, article 7 et 8 de la loi de 22 août 2002. Oui, donc, et alors curieusement, on voit que l'Union européenne, elle sort une stratégie pour les traitements. Alors quoi, elle va sortir comme un lapin d'un chapeau des traitements d'ici la fin de l'année, au mois d'octobre, au mois de décembre. Ah oui, c'est bizarre, c'est 2000 € la dose. Hein. Et, curieusement, moi je ne suis pas médecin, mais je vois que ça ressemble fort aux anticorps du docteur Dodonneau. Le docteur Dodonneau, il n'est plus là. Hein. On dit qu'il s'est suicidé, mais il avait les pieds par terre. Et il avait un procédé, très bon marché, que tout le monde pouvait utiliser, donc efficace, mais très très bon marché. Mais ici, quelque chose de similaire, l'Union européenne va le sortir pour je ne sais pas combien de milliards. Donc la fraude, elle ne fait qu'augmenter. Elle a été planifiée dès le départ, c'est évident, on a toutes les preuves aujourd'hui. Donc on se trouve face à une espèce de train fou qui continue sa route pour prendre le mur, mais bon, je dirais, ça n'a pas l'air de soucier grand monde. Alors, justement, au niveau de la justice, il y a une séparation des pouvoirs. Alors, quand vous voyez que l'Union européenne rassemble dans une même main le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qu'elle organise maintenant, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est du certificat numérique vert Covid-19 de l'Union européenne. Le problème, c'est quoi? C'est que ce certificat, comme vous l'a expliqué Dr Bouillon, c'est une fausse sécurité. On laisse circuler des gens qui sont vaccinés, mais dont les fabricants eux-mêmes disent que le vaccin n'immunise pas. Alors les gens circulent, se croient protégés, ne le sont pas. Il n'est pas efficace. Bon, les gens, donc ce qu'on fait, c'est organiser une fausse sécurité, et on va voir quoi? Une quatrième, une cinquième, enfin une vague inutile, mais planifiée à nouveau. Donc on continue la fraude, on organise une fausse sécurité, on ne fait pas ce que l'on connaît, que l'on peut faire et qui est moins coûteux et beaucoup plus efficace depuis mars 2020 pour plusieurs molécules connues qu'on s'est évertué à interdire. Bon, donc ça veut dire qu'il faut redresser la barre. Donc, et on peut s'adresser à un juge qui dira qu'il y a une séparation des pouvoirs, le juge ne peut pas se prononcer sur des choix politiques. Bon, ça c'est disons, le problème circulaire actuel, c'est que la séparation des pouvoirs fait que le judiciaire ne peut pas prendre la place de l'exécutif pour faire des choix, par exemple de ne pas interdire les tests sérologiques en mars 2020. C'est le gouvernement, l'exécutif qui l'a fait. Et le juge, enfin, il y a eu des problèmes avec le contrat de Zentech, hein, où l'État belge, il faut le savoir, a commandé 3 600 000 tests rapides et finalement a payé 6 millions d'euros pour ne pas en recevoir un seul. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Donc les outils qui existaient, même en Belgique, ne parlons pas des masques, hein, qu'on a brûlés quelques mois avant, fin 2020, mais au niveau des outils utiles pour les médecins généralistes, pour justement garantir une continuité des soins, une prise en charge des patients Covid, pour qu'ils ne soient pas hospitalisés, pour qu'ils ne décèdent pas, pour que ça coûte moins cher à la société et aussi surtout en souffrance et en mort inutile, non, on fait autre chose. On fait autre chose parce que c'est dans un autre but. Bon, ce but sera éclairci. Hein, ça, quand on se pose la question, c'est cui bono, à qui profite le crime? Déjà, si on fait aujourd'hui simplement le total de ce qu'a coûté les tests PCR, je ne sais pas combien de centaines de millions, ça correspond à quelques centaines de lits de réanimation avec le personnel, 8 personnes pour chaque lit de réanimation. Hein. Donc que le gouvernement ne raconte pas des fadaises. Et il entretient des pompes à finances, par exemple les tests PCR qui tournent un peu sur eux-mêmes, où on n'a pas fort envie d'arrêter de faire quelque chose qui rapporte, même si ce n'est pas efficace, même si ça entretient la fausse sécurité. Et alors, on voit, donc je vous ai donné donc, évidemment, on verra tous les arguments que nous avons par rapport à cette discrimination et à cette fausse sécurité instituée par l'Union européenne avec son certificat vert
Covid numérique, dont le moniteur belge nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit, le moniteur belge, qui bizarrement a été publié avant le règlement 953, 953-2021, 953, c'est ça, du 14 juin. Ben, le moniteur belge, lui, c'est la veille qu'il nous dit. Il nous dit que le règlement certificat numérique Covid de l'Union européenne, il est contraignant dans son intégralité. Il est directement applicable dans tous les États membres. Ah ben c'est bizarre, hein, on nous dit ça la veille de son existence. Donc, normalement, un texte juridique, il existe à partir du moment de sa publication. On a déjà eu de grands précédents dans l'histoire avec des versions différentes de textes qui circulaient au Conseil d'État, au Parlement, ou enfin ici, bon. Donc ça veut dire qu'on a un texte qui quelque part s'impose à nous, et qui dit quoi? Ben, ce texte, en fait, le problème qu'on a, c'est que le test, il parle des tests sérologiques, mais concrètement en Belgique, Dr Bouillon voit toutes les difficultés et je dirais, le harcèlement dont il fait l'objet, malgré les félicitations de M. Facon, malgré aussi le fait qu'à Monaco, on utilise justement les prises de sang. On n'a pas fait de fermeture de l'ORECA à Monaco. On a très peu de cas. Hein. C'est un tout petit pays, hein, bon, qui explique très bien au niveau de l'immunité, des prises de sang, le dosage d'anticorps, comment il faut faire pour prendre en charge, dépister, soigner, protéger une population. À côté de ça, on a aussi un tout petit pays, hein, Gibraltar. Et là, je crois que si vous comparez, vous verrez que malheureusement, c'est la catastrophe, je crois. Enfin, c'est tout autre chose que Monaco, si on compare dans le détail. Parce que on voit qu'ici, on est face à une politique, politique, je dirais, du tout au vaccin. Tout au vaccin et rien que le vaccin. Donc, on écarte les traitements, on écarte les outils du médecin généraliste pour prendre en charge et soigner, suivant la règle déontologique primum non nocere. Tout ça, c'est fini. C'est interdit. Les médecins qui ont informé les patients, hein, qui ont soigné leurs patients, qui ont parlé des effets secondaires du vaccin sur base de la documentation publiée scientifique et qui ont décrit les traitements utiles, ils ont eu des ennuis. Oui. Maître Van Goghen, donc je voudrais quand même poser une petite question pour le public, pour les patients. Des moments où on a toutes les preuves. Donc ici, j'ai donc tantôt parlé donc de ce document de la VIC, hein, où c'est mis noir sur blanc, hein, vaccination, production d'anticorps. Vous avez un article, les experts et labos des soupçons de conflit d'intérêts. Donc on parle de conflit d'intérêts. On parle de ce confrère italien qui a quand même trouvé cette transfusion donc d'anticorps et qui est décédé. Mais à l'Union européenne, ils reçoivent quand même des études sur la transfusion. Donc ils sont au courant à l'Union européenne puisque c'est mis noir sur blanc. Alors, l'histoire donc de la vaccination, donc propagande dans un but d'économie. Donc c'est bien mis noir sur blanc. Et puis je continue. Nous avons ces affiches donc, de bus. Nous avons ces centres de vaccination qui ne sont pas dépistés. Nous avons ces centres de vaccination où il y a des DJ, où il y a un manque flagrant de sérieux médicaux. Et alors, il y a quand même, c'est important, c'est que j'ai reçu un courrier d'un confrère d'Erasme, qui met de la pression sur les médecins pour être vaccinés. Alors que, me dit-il, il a les anticorps pour ne pas être vacciné. Donc même l'université, même un hôpital universitaire met de la pression. Et ce qui me révolte, hein, et je pense à la DH, donc je dis bien la DH, ils font un article ici, j'aurais dû me faire vacciner, le terrible message envoyé par un homme avant de mourir du coronavirus. La DH, regardez le titre, et quand vous lisez l'article, ce monsieur a eu des symptômes. Il a attendu une semaine, il est allé aux urgences, il s'est fait refouler des urgences, il est allé une deuxième fois aux urgences, et c'est la troisième fois qu'ils l'ont pris en main bien trop tard, après 10 jours, et que ce monsieur est décédé. Pas de la Covid, il est décédé parce qu'il n'a pas été pris en main à domicile. Ça, c'est important, c'est encore de la propagande. Monsieur Macron avec ses anticorps, et alors cette firme que j'ai retrouvée, qui, donc c'est un courrier envoyé à tous les médecins généralistes de Belgique, qui montre 4 feuilles avec les effets secondaires donc, du vaccin, qui est le syndrome de fuite capillaire, donc qui sont les thromboses. Et alors, dans le journal du médecin, on parle enfin, en août, donc je dis bien en août 2021, les dyspnées, donc les difficultés respiratoires persistantes après une embolie pulmonaire.
Et il le dit dans l'article. Les embolies pulmonaires sont bien plus fréquentes que prévu. Alors voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce que c'est la justice qui va trancher. C'est la justice qui va être maintenant informée. Et moi, je voudrais savoir combien d'embolies il y a en Belgique aujourd'hui par rapport à 2020, par rapport avant la vaccination. Je voudrais savoir quelles sont les personnes qui ont été menacées, qui ont été mises sous pression pour avoir un vaccin. Parce que ce week-end, j'ai une dame en pleurs qui m'a téléphoné. Sa maman, 78 ans, est allée donc voir une dernière fois donc sa maman qui était âgée de plus de 90 ans en Espagne, et la maison de repos l'a obligée de se faire vacciner pour pouvoir aller voir sa maman en Espagne, et elle est sous effet secondaire là-bas en Espagne. Elle est vraiment pas bien du tout. Donc combien de personnes âgées ont été forcées de faire ce vaccin, de faire cette étude vaccinale, alors qu'il n'y a pas d'effets secondaires qui ont été mentionnés? Je pense que nous sommes devant quelque chose de très grave, dont vous ignorez les conséquences pour plus tard. Comment se fait-il qu'un vaccin stade 3 n'a pas été pris en information, dans la précaution, dans la prudence et dans l'information? Combien de personnes n'ont pas été vaccinées sans avoir eu un maximum d'informations médicales? Comment se fait-il qu'on ne fait pas de prise de sang avant le vaccin? Comment se fait-il qu'on ne fait pas de prise de sang après le vaccin? Et comment se fait-il que la prise de sang, qui est vraiment un outil capital pour donner un diagnostic, pour donner un traitement, pour juger de l'importance médicale qu'un patient peut avoir après un traitement ou par rapport à une vaccination, comment se fait-il que cette prise de sang a été complètement bannie, oubliée, méprisée? Monsieur Facon, ça ne sert à rien de me dire que l'expertise, elle est bonne, elle est judicieuse. Il fallait aller plus loin. Comment se fait-il qu'on met autant d'argent par jour dans ce PCR? Je vous répète que le PCR n'est utile que pendant 5 à 10 jours. Il est positif pendant ces 5 à 10 jours après infection. Après, il est positif parce que le virus est là, comme votre carte d'identité montre que vous êtes vivant. Mais il n'est pas le test de la contagion après les 10 jours. Ce test rapide antigénique, nous avons une expertise que nous montrerons au tribunal parce que nous avons vu des boxeurs asymptomatiques positifs. Nous avons vu des enfants asymptomatiques positifs dans une école où on a fait 400 dépistages. Il est là, il est l'heure maintenant de rendre des comptes. Madame De Blocq, nous avons porté plainte alors à Madame De Blocq en mars 2020 et on n'a toujours pas été auditionné. Madame De Blocq, elle a pris des décisions, elle a traité cette Covid de grippette, elle s'est foutue de la poire des médecins parce qu'on paniquait. Et nous avons la presse qui a suivi. Cette presse qui est dans une désinformation, qui est dans une censure, et qu'il n'y a pas un seul journaliste aujourd'hui, alors que des personnes sont décédées, ont souffert, et des familles sont endeuillées. N'oubliez jamais ce qui s'est passé pendant les 6 premiers mois, où on a refusé les soins des personnes âgées, où on a refusé des soins à des personnes qui avaient des cancers. Et ça, c'est inadmissible. Je peux vous dire aussi, par rapport à des confrères, que nous n'avons jamais abandonné le terrain. Nous avons fait des transferts médicalisés Covid avec une société d'ambulance. Nous avons le terrain dans les veines, nous avons le terrain avec nous, et s'il vous plaît, aidez-nous, aidez toutes ces personnes qui tentent de protéger, d'aider, de sauver des citoyens et des patients en danger. Voilà, maître, je vous passe la parole, si vous avez un complément. Oui, je serai bref. Donc, effectivement, on est dans une bataille contre les mensonges et pour la vérité. Et en revenant donc au texte qui pose problème avec le certificat Covid vert, certificat numérique Union européenne Covid-19, donc qui est visé par qui est mis sur pied avec le règlement 2020-T1-953. Pour cette bataille pour la vérité, nous avons un considérant numéro 7, la deuxième page de ce règlement, qui dit: selon les preuves scientifiques actuelles qui évoluent constamment, les personnes vaccinées ou dont le résultat d'un test Covid-19 récent négatif, ou les personnes qui se sont rétablies de la Covid-19 au cours des 6 derniers mois, semblent présenter un risque réduit d'infecter d'autres personnes avec le SARS-CoV-2
La libre circulation des personnes qui, selon des preuves scientifiques solides, ne présentent pas de risque important pour la santé publique, par exemple parce qu'elles sont immunisées, ne peuvent pas transmettre le SARS-CoV-2, ne devraient pas être soumises à des restrictions, étant donné que ces restrictions ne seraient pas nécessaires pour atteindre l'objectif de préservation de la santé publique. Bien, le nerf de la guerre, le nerf de la guérison, c'est justement les personnes qui sont immunisées. Parce que l'Union européenne sait que la prise de sang existe, comme Monaco le fait avec succès, mais ici, on est privé de la prise en compte sérieuse et opérationnelle du dosage des anticorps par prise de sang en Belgique, dont l'Union européenne dit elle-même qu'il faut pouvoir je dirais, évaluer qui est suffisamment immunisé ou non pour justement prendre des mesures utiles et je dirais salutaires en matière de santé publique. Alors, je dirais, on a malheureusement des connaissances scientifiques qui existent. On a tous les outils pour pouvoir terminer cette pandémie en, je dirais, maximum à 1 mois. L'Inde l'a fait en quelques semaines, mais d'autres pays l'ont fait plus rapidement. On doit utiliser les traitements précoces. C'est impératif sur le plan du serment d'Hippocrate. Les traitements précoces sont là, ils doivent être utilisés. On n'a pas besoin d'une stratégie des traitements de l'Union européenne avec des traitements à 2000 ou je ne sais pas combien de fois plus. L'Union européenne, en fait, ce que nous constatons aujourd'hui, des faits et des pièces du dossier, enfin, je veux dire, de ce que nous pouvons observer, même dans ce qui est publié publiquement, disponible publiquement. Hein, on a le professeur Martin Zizi qui a fait une dernière interview il y a 2 jours chez Kairos sur base de documents de l'OMS et du NHS en Angleterre et qui conclut que les vaccinés, en fait, attrapent le Covid. Bon, donc ça, c'est un problème. Ça veut dire que le vaccin n'est pas efficace. Israël aussi a pu le constater. L'ivermectine, par contre, est efficace. Israël a publié dans le Jérusalem Post que, par des médecins scientifiques israéliens, le coût d'un patient Covid sous ivermectine, c'est moins d'€1 par jour. On est loin des milliards de l'Union européenne. Et donc, ce qu'on constate, c'est que l'Union européenne, elle est piratée. Elle est piratée par les conflits d'intérêts dans ces règlements qu'elle a pris pour l'autorisation de mise sur le marché conditionnel des vaccins en phase 3, qui n'ont aucun suivi digne de ce nom. Et elle est piratée par les conflits d'intérêts, donc qui sont, je dirais, les causes d'une fraude monumentale. Hein. C'est la plus grosse fraude peut-être de l'histoire médicale en Europe et dans le monde sûrement. Donc cette victoire de la vérité et des outils disponibles nous permettra de sortir de cette pandémie très rapidement, mais il faut, je veux dire, balayer les mensonges. Et là, les médecins pourront à nouveau, avec tout le corps médical, soigner efficacement la population et en âme et conscience et dans le respect du serment d'Hippocrate. Oui, mais Philippe, merci Philippe, en tout cas. Mais le journal du médecin, on regarde d'aujourd'hui, la vaccination ne suffit pas. Alors moi, je voulais te poser une petite question, Philippe, parce que il faut qu'il sache qu'on a un jour dit que la vaccination était la seule solution. Maintenant, on dit que la vaccination ne suffit pas. Qu'en étant vacciné, il faut quand même un masque, il faut quand même une distanciation, on est quand même contagieux en étant vacciné. Donc c'est quand même une propagande qui est quand même en désinformation par rapport à nos patients. Mais ce que je voudrais savoir, et ce que je voudrais te dire, parce que tu l'as vécu lundi dernier, donc lors de l'audience donc pour défendre donc le docteur Résimon, c'est que même le juge en Belgique, on lui demande, on lui dit de se taire, qui n'est pas concerné, qui n'a aucun droit de juger. On a l'impression qu'en Belgique, la magistrature doit se taire, quoi. Or, dis-moi un petit peu ce qu'on va faire maintenant au niveau européen, parce que il faut agir, il est temps d'agir dans l'intérêt des patients. Oui, c'est que souvent, comme je l'ai dit là tantôt, on peut considérer que le juge n'est pas là pour faire des choix politiques, ça c'est exact, mais à partir du moment où la séparation des pouvoirs, c'est un principe positif et un principe négatif. C'est-à-dire que la séparation des pouvoirs s'inscrit dans l'état de droit où on doit respecter les règles de répartition des pouvoirs, mais à partir du moment où un pouvoir, mettons l'exécutif, ne respecte plus je dirais l'autonomie et l'indépendance du pouvoir judiciaire, ou lui retire toutes ses billes,
Eh bien, ici, l'exemple que nous avons, c'est Fraus omnia corrumpit, c'est-à-dire que si on se rend compte que toute une opération, je dirais, d'organisation de la lutte contre la pandémie est frauduleuse pour vendre des produits pour le bénéfice que ça rapporte et justement écarter les moyens efficaces connus, bon marché et sans danger depuis des dizaines d'années. Donc c'est ce principe général de droit, Fraus omnia corrumpit, qui rend une compétence au pouvoir judiciaire quand l'exécutif, enfin, que ce soit européen ou national, peu importe, triche. C'est un système de contre-pouvoir en fait. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique et lorsque un des pouvoirs est bafoué par les autres, ben, il a le droit de faire valoir, et donc il y a des correctifs, hein, il y a des principes généraux de droit, comme le principe Fraus omnia corrumpit, qui dit la fraude corrompt tout. Ça veut dire que si on a fraudé sur l'autorisation des vaccins, si on fraude sur l'autorisation des médicaments, parce qu'on autorise au pas de charge le Remdesivir classé toxique la semaine d'avant par l'OMS, curieusement, pour des milliards, et qu'on est réticent avec l'ivermectine, les carences vitaminiques, on dit que je veux dire, on ne mesure pas toute l'importance du bon dosage correct de vitamine D pour éviter les cas graves de Covid, alors que c'est connu, c'est scientifique. Tout ça, on met sur le côté pour vendre plus de vaccins. Et maintenant, oui, on constate que le jouet financier vaccinal, il a ses limites. Et tous ces drames qui auraient pu être évités, bien entendu. Philippe, je suis d'accord avec toi. Donc, vendre les vaccins, ça, je peux comprendre. Mais tu te rends compte ici, donc, et ça, vous devez le savoir, donc, c'est que Lagardère et moi-même subissons donc dans les réseaux sociaux une calomnie, diffamation inacceptable. Et ça, tu vas agir. Mais vous vous rendez compte que Madame Balleux s'adresse donc sur Facebook. Vous faites courir un énorme risque à la population et nuisez à la santé publique. Il est clairement établi que les vaccins Covid-19 sont complètement efficaces seulement 14 jours après la deuxième dose. Venir conseiller une prise de sang après la première et éviter la deuxième dose est inadmissible de la part d'un médecin. D'autre part, la Covid-Safe tient compte de l'immunité après Covid. Suffit d'avoir eu un test PCR positif au moins 180 jours. Vous désinformez en permanence et nuisez sans cesse à la santé publique. En réalité, les réseaux sociaux sont composés de trolls, sont composés de personnes qui sont blindées de conflits d'intérêts et qui parlent sans avoir aucune connaissance médicale. Or, je vous expliquais que l'expertise qui est présente ici, elle est saluée par M. Facon. Alors, évidemment, maître, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que la justice, maintenant, elle va être informée. C'est ça le but aussi de la conférence de presse, c'est que maintenant, j'en ai marre de devoir donner des explications alors que des vies sont en train encore de se perdre tous les jours. Nous allons agir au niveau civil et au niveau pénal. Et est-ce que tu sais donner une petite information sur ce que tu vas remettre dans les minutes ou dans les heures qui suivent? Il y a des recours qui peuvent être introduits par tout le monde. Hein. Mais ici, quand vous dites, docteur, on peut comprendre qu'on a vendu des vaccins. Ben non, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Pour l'autorisation de mise conditionnelle sur le marché, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Que des vaccins en phase 3, ils sont interdits. Ils sont interdits à la vente. On a vacciné avec des vaccins qui sont interdits à la vente de façon massive, pas rien qu'en Belgique, dans toute l'Union européenne et ailleurs. Donc la vente des vaccins expérimentaux en phase 3 est interdite par la loi. Et donc on a triché pour quand même les vendre. Donc c'est ça la fraude. Donc je ne suis pas d'accord d'entendre qu'on peut comprendre qu'on vend des vaccins. Non, des vaccins qui légalement sont interdits, on ne peut pas les vendre. Attention, le vaccin Covid-19, je ne parle que de celui-là, de ces vaccins-là. ARN ou pas, enfin peu importe. Je parle de ces vaccins expérimentaux. Évidemment, les vaccins ont leurs vertus. Hein, il y a des études scientifiques là-dessus. Nous, je ne suis pas anti-vaccin, Dr Bouillon certainement pas non plus. Nous ne parlons que des vaccins Covid-19 en phase 3 des essais cliniques. Ceux-là sont interdits à la vente par la loi. On a triché pour les vendre, mais nous ne sommes pas anti-vaccins et pour des raisons, je dirais, inhérentes aux composants du produit, si en France maintenant on oblige à vacciner le corps médical, etc., sous peine de licenciement ou de non-paiement des salaires, c'est une fraude encore plus forte.
puisque ces vaccins en principe sont interdits. Et la base du respect du serment d'Hippocrate, c'est le code de Nuremberg qui dit il est interdit d'obliger une personne à subir une expérimentation médicale, ce qui est le cas, contre son gré. Donc, si la France oblige à vacciner le personnel de soins de santé, médecins et autres, elle est dans l'illégalité internationale, elle est dans le parjure, je dirais, du respect non seulement du serment d'Hippocrate, mais du code de Nuremberg. Et ça montre qu'il n'y a plus aucun garde-fou. Dans la tricherie et la fraude, il n'y a plus aucune limite. Est-ce que la France est dirigée par des institutions qui s'inscrivent dans le respect des règles d'un État de droit, ou est-ce que c'est Sanofi ou Gilead qui dirigent la France? On peut se poser la question. Donc, oui, vendre des vaccins. Un vaccin, ça prend 10 ans pour être mis au point. Ici, on l'a fait quoi? En 6 mois, 8 mois? Donc, et en plus, au lieu de fédérer les entreprises dans un esprit, je dirais, de synergie, hors compétition, hors concurrence, de mettre ensemble les fabricants pour fabriquer un produit le plus efficace possible. Non, chacun dans son coin a fait une course à qui mieux. Et bon, on a certains qui ont dû arrêter. Mais donc, on a des produits dont Madame Catherine Fraat, pharmacienne qui fait l'évaluation internationale de médicaments, dit les lots des différents vaccins Covid-19, on n'a même pas la garantie qu'ils soient les mêmes et stabilisés. Donc, on est vraiment dans l'expérimentation au galop et on est toujours dedans. On voit maintenant les dégâts qui commencent à s'accumuler autour de nous. On a essayé à quelques-uns et beaucoup de médecins depuis pas mal de mois, déjà en demandant en mars 2020 d'avoir accès aux tests sérologiques avec une goutte de sang. Donc on est dans une fraude qui, le journal du médecin le constate. C'est une baudruche c'est un château de cartes qui va s'écrouler. C'est dommage parce que le vaccin a ses vertus. Le vaccin peut être indiqué, hein, il n'est pas toujours contre-indiqué par le médecin lorsqu'il est indiqué, mais ici, quand ce château de cartes de cette fraude monumentale des vaccins Covid-19 interdit à la vente, en principe, hein, et frauduleusement mis sur le marché, puisqu'il y avait des traitements et qu'en plus ils étaient dangereux et non stabilisés. Donc c'est malheureux que le public, à un moment donné, va se rendre compte qu'on a atteint, je dirais, la qualité du vaccin en tant que produit médical. Et c'est fort dommage, évidemment. Dites, maître, je suis d'accord. Donc ça, c'est ton point de vue et je le respecte à 100%. Malheureusement, j'ai fait la conférence depuis le début, souviens-toi. Les 30 000 personnes que nous avons vues depuis mars 2020, pour moi, en tout cas pour moi et pour Mme Beffemo, on ne parle pas que de la vaccination. Parce que tu parles du vaccin et tu as raison. Mais parlons depuis le début. Il y a eu cette absence de masques. On a détruit des masques alors qu'on en avait tant besoin. Est-ce volontaire ou pas? Deuxièmement, il y a eu les tests sérologiques qui sont arrivés. On les a méprisés. Troisièmement, il y a eu la prise de sang. On l'a aussi banni de l'aide aux médecins. Quatrièmement, on a empêché les médecins généralistes de pouvoir prendre en charge les personnes immédiatement, avec des conséquences dramatiques de saturation des hôpitaux. Et ça, c'est nous qui l'avons vécu sur le terrain. Cinquièmement, tu parles de tests sérologiques, mais il y a aussi les tests rapides antigéniques. Un quart d'heure après, on a le résultat. Voilà. Voilà, mon test rapide antigénique que j'ai fait aujourd'hui, ben voilà que j'ai fait. Donc avant l'entrée, il est négatif. Donc voilà, je ne suis pas positif, c'est déjà une bonne chose. Mais forcément, en étant immunisé, je ne saurais pas l'être. En plus, je l'ai dit tantôt, on a banni la prévention, on a banni les traitements, on a banni l'information aux personnes qui sont immunisées. Donc les Belges ne savent pas s'ils ont des anticorps, oui ou non. Et on en vient à la vaccination. Cette vaccination, il n'y a personne qui va vous donner un chiffre. À quel pourcentage d'efficacité on est depuis son début de mise sur le marché en Belgique? On n'est pas à 100%. On n'est pas à 90%. On est bien en dessous de ça. En Israël, il y a eu un article. Oui, mais moi je parle en Belgique. De 16% d'efficacité pour Pfizer. Oui, mais attends, moi je n'attaque pas Israël. Moi j'attaque la Belgique.
constate. Non, je veux dire que moi, je veux maintenant attaquer l'État belge. Pourquoi n'ont-ils pas donné des chiffres? Pourquoi ne disent pas aux Belges qu'il y a des transfusions possibles? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des traitements possibles? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de la prévention possible? Ça, c'est dans un intérêt de vendre un vaccin le plus possible, et ça, c'est pas normal. Vous devez savoir que dès le mois d'octobre, l'Union européenne a déjà préparé la mise sur le marché de traitements. Les traitements sont déjà prêts. Tout est prêt depuis février 2020 jusqu'à aujourd'hui. Tout est organisé pour pouvoir dépenser ce vaccin. J'ai vécu, en tant que généraliste, j'ai vécu l'H1N1. On en a jeté des doses et des doses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont écarté les médecins de cette vaccination Covid. Ils n'ont pas jeté, mais ils ont vacciné un maximum de personnes massivement, à l'aveugle, sans précaution. Et vous vous rendez compte maintenant qu'est-ce qui va se passer dans les hôpitaux, ce qui va se passer dans l'avenir avec cette vaccination massive. Parce que si vous ne remplissez pas votre papier, si vous n'informez pas tous les effets secondaires, votre taux bénéfice-risque va toujours être le leitmotiv pour pouvoir continuer cette vaccination. Remplissez ce papier, aidez les gens à remplir ce papier. Il faut une information proche de la vérité. Aux États-Unis, ils ont fait une étude. Il y a 1% des patients qui renseignent, qui informent de leurs effets secondaires. Vous vous rendez compte? 1%. Et on n'est pas loin en Belgique. Mais si vous ne remplissez pas votre papier, comment voulez-vous informer valablement la justice? C'est la justice qu'il faut informer. Je n'y crois plus à la politique. Je n'y crois plus aux autorités médicales à la date d'aujourd'hui. Parce que ce sont tous des complices. Et les experts aussi devront rendre des comptes et ils vont être poursuivis aussi pour avoir désinformé, pour ne pas avoir averti donc la justice de tout ce qui se trame derrière notre dos. Voilà, maître. Oui, donc il faudra agir pour corriger tout ce qui a été piraté dans la santé publique et donc remettre l'église au milieu du village. L'ordre des médecins, en principe, est le gardien du serment d'Hippocrate. C'est ce qui doit être remis à l'honneur. Et donc il faut sortir de ce piratage. C'est l'ordre dans le désordre. Oui, et bon, il y a pas mal de choses à faire, mais les choses apparaissent de plus en plus clairement. Alors ce qui serait intéressant, ça c'est peut-être une suggestion vers, je dirais, un fonctionnement efficace de la pharmacovigilance, parce que la pharmacovigilance, c'est après le vaccin. Normalement, il y a tout ce qu'il y a avant, avec information, traitements alternatifs, etc., qui sont dans les droits des patients, mais à partir du vaccin, il y a la pharmacovigilance. Alors moi, je pense que les inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs de la FMPS pourraient aujourd'hui, demain, cette semaine, se rendre dans les hôpitaux et aller visiter les malades des effets secondaires du vaccin, parce que je sais qu'il y en a. Hein. On m'en a parlé dans différents hôpitaux. Moi, je pourrais aller ouvrir, je sais quelle porte je peux aller ouvrir dans tel ou tel hôpital. Et ils sont là, mais on les cache pour l'instant. Non, la question c'est, nous cache-t-on ou cache-t-on à la pharmacovigilance les patients victimes d'effets secondaires des vaccins aujourd'hui? Ils se trouvent dans les hôpitaux. Donc si le pharmacien inspecteur de la FMPS va visiter les hôpitaux, il devrait pouvoir comptabiliser, rencontrer les dossiers de ces victimes des effets secondaires. Je sais qu'ils sont là, hein, j'ai eu des informations, donc nous le savons. Et bon, on va peut-être utiliser d'autres méthodes pour les faire remonter, mais ce jeu de cache-cache doit cesser, ce piratage de la santé publique doit s'arrêter. Merci. Et voilà, je pense que... Oui, est-ce que tu peux donner un petit mot sur notre action au niveau européen? L'action, c'est donc une demande d'annulation du règlement, c'est le 953-2021, puisque de la façon dont il est je dirais, édicté d'autorité par l'Union européenne, enfin, dans le contexte que l'on connaît, il y a des motifs d'annulation de ce texte, puisqu'il instaure une fausse sécurité, il crée une discrimination, enfin tout ce que vous avez expliqué dans les détails. Et donc ce règlement, il est totalement, ce certificat vert numérique Covid-19 de l'Union européenne est un parjure au niveau de la santé publique. Et il faut en revenir à des méthodes genre Monaco ou d'autres pays avec l'utilisation des traitements précoces et de restaurer la continuité des soins et de rendre à nouveau confiance
à chacun pour pouvoir à nouveau consulter son médecin et à pouvoir continuer d'être soigné. Parce qu'avec tous ces dérèglements, tout ce chaos, tous ces problèmes, il y a tellement de déprogrammation de soins et on constate, si vous êtes patient dans l'attente d'une opération, que c'est déprogrammé parce qu'on dit qu'il y a une saturation ou une surcharge à cause du Covid, bien, et que vous, par hasard ou par malheur vous attrapez le Covid en étant déjà en attente et en déprogrammation d'opérations pour un cancer ou autre chose, ben, on accumule les risques et c'est la santé qui trinque, quoi, hein, et c'est un drame pour les médecins et le corps soignant. Oui, maître, mais c'est la conférence aussi aujourd'hui de la vérité. Donc ça veut dire que depuis le début de la crise, il faut quand même que les patients sachent, ils doivent savoir que on les a empêchés donc d'examiner donc les patients les 10 premiers jours de leur infection avec symptômes Covid. Mais il faut savoir qu'on leur a permis de faire une téléconsultation. Téléconsultation, ça veut dire examiner un patient à distance. Donc remboursé par l'INAMI, 20 €. Tout le monde ne le sait pas. 20 € pour une téléconsultation. Donc ça veut dire que moi qui suis ici en train de téléphoner, je dois savoir, je sais très bien que la personne qui me sonne, qui me contacte, qui a mal la tête, je sais que, je vais dire prendre du Dafalgan, sans contrôler la tension, sans contrôler un petit peu un risque d'effet secondaire plus grave, un mal de tête, ça peut être un AVC, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une épilepsie, ça peut être beaucoup de choses. Donc la téléconsultation existe à 20 €. Deuxièmement, il y a des médecins qui ont perçu 100 € de l'heure pour travailler dans un centre de vaccination. Alors 100 € de l'heure, ça veut dire qu'ils vont percevoir sur une journée autant qu'une personne âgée sur un mois. Ça, il faut le savoir aussi. Alors, les hôpitaux, même chose. Il y a des primes Covid. Les primes Covid, c'est de l'argent qui tombe parce que la personne, elle est Covid. Ça, vous devez le savoir aussi. Alors, aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a peut-être moins de cas Covid qu'avant, mais il y a des AVC, il y a des embolies pulmonaires, il y a des infarctus, il y a des syndromes neurologiques, il y a des personnes qui sont hospitalisées après vaccination, et ça, on ne le dit pas. Donc voilà. Alors, moi, on a les preuves ici que quelques jours après la vaccination, les personnes ont déclenché une Covid parce qu'ils ont été contaminés, parce qu'on n'a pas dépisté les personnes au moment des centres de vaccination. Et c'est pour ça que la justice va être maintenant informée, parce que ça fait un an qu'on a mis l'État au tribunal, parce que, on le dit encore aujourd'hui, comment voulez-vous être efficace dans une contamination si des personnes reviennent d'une zone rouge comme il y a un an, que ces personnes traversent les aéroports sans être dépistées, comme il y a un an? Comment se fait-il que les écoles n'ont pas été dépistées? Comment se fait-il que les collectivités n'ont pas été dépistées alors qu'on aurait pu le faire et endiguer cette crise bien plus tôt? Monsieur le Président, Monsieur le juge Collignon, il y a un an, qui m'a entendu parler, a fait tout de suite la conclusion que d'un côté, il y avait un médecin qui se battait, qui était présent au tribunal, et qui se battait pour protéger les patients, et pour surtout ne pas pour endiguer cette contamination, et que de l'autre côté, il n'y avait que des avocats. L'État ne s'est même pas déplacé, comme lundi passé pour le docteur Résimond. Ils ne se déplacent pas, mais ils inventent tellement de mensonges à l'audience. Vous vous rendez compte que nous avons l'avocat de l'ordre qui se permet de même se tromper dans la sérologie, entre une intersérologique et une prise de sang, qui vient même nous dire que le médecin n'est pas concerné par la loi relative aux droits du patient, alors que la loi relative du patient est une information que tout médecin doit donner à son patient, donc il est concerné. Et si vous allez sur la loi, le médecin, donc le professionnel de la santé, et le patient sont dans le contenu de cette loi. Mais ils s'en vont dire des mensonges au tribunal. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc ça fait un an qu'on se bat pour ces aéroports. Monsieur le Collignon était toujours là lundi passé. Et on lui a dit de se taire. On lui a dit qu'il n'était pas concerné par cette requête. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne, la Commission européenne, la FMPS, ils sont tellement forts, tellement puissants, avec l'État derrière, que même un juge doit se taire. Même un juge, on lui dit « ferme ta G ». Ferme ta G. Et donc voilà. Alors maintenant, il faut aller plus loin, plus haut, plus fort.
Mais c'est pour ça qu'on doit être nombreux à se battre, parce que l'État, c'est Goliath, et on doit être nombreux pour abattre Goliath. Donc voilà. Oui, donc ce qu'il faut, c'est effectivement sortir de ce piratage de la santé publique, parce que si on voit par exemple le nombre de millions qu'ont coûté les tests PCR par rapport au nombre, aux centaines de lits de réanimation, avec le personnel le staff de 8 personnes par lit, hein, on aurait pu en créer quelques centaines, si le virus le méritait, mais ce que la population méritait comme soin, elle ne l'a pas reçu et elle ne le reçoit toujours pas de manière correcte. Donc ce piratage doit s'arrêter. Dès que le piratage de la santé publique s'arrête, l'épidémie sera finie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Oui, voilà. Moi, j'ai une dernière chose à dire. Donc, c'est vaccinés ou non vaccinés, restons unis. Car là, le principal, c'est que l'union fait la force et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Voilà, je voudrais dire merci à Maître et merci au docteur Bouillon. Très bon travail. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.